Je vous propose d'entrer dans le vif du sujet et je vais inviter Daniel Oppenheim à prendre place au pupitre. Daniel Oppenheim, qui est psychanalyste et psychiatre, docteur en psychopathologie fondamentale, psychiatre et psychanalyste, je l'ai dit. Vous avez travaillé pendant 16 ans en CMPP et puis 25 ans dans le département de cancérologie pédiatrique de l'Institut Gustave-Roussy, donc à Villejuif. Et depuis 12 ans, vous intervenez auprès d'enfants et d'adolescents très malvoyants avec des pathologies associées. Je veux aussi dire que vous écrivez beaucoup et vous partagez. Parmi les 16 livres et les 450 articles que vous avez publiés, je voulais citer certains ouvrages en lien avec la thématique que vous développez ce matin. Ne jette pas mes dessins à la poubelle, qui est sorti en 99. Grandir avec un cancer, l'expérience vécue par l'enfant et l'adolescent. Et puis des adolescences au cœur de la Shoah, qui est sorti en 2016. Voilà pour une présentation succincte. Daniel Oppenheim, je vous passe la parole. Je vous en prie. Bien, merci. Et puis, merci pour votre invitation et merci pour votre présence. Donc, je vais intervenir sur 4 points. Le premier, ce qu'est l'adolescence. Le second, ce qu'est l'adolescence avec une pathologie chronique ou aiguë, mais sur une certaine durée et qui dure longtemps après. Et puis, ce qu'est le passage au jeune adulte, et puis ce qu'est particulièrement la situation des adolescents et des jeunes adultes en situation de précarité. Et pour terminer, sur quelques pistes pour aider aussi bien les adolescents et jeunes adultes que leurs parents, et éventuellement leurs fratries. Donc, je vais survoler dans le temps qui m'est imparti. Ce qu'est l'adolescence, c'est d'abord une rupture radicale qui fait écrouler absolument tous les repères, les points d'appui qui étaient ceux de l'enfant. Ça peut durer pas mal d'années, se prolonger longtemps dans le temps. Et c'est une situation de très grande fragilité. Alors les éléments auxquels il faut être attentif, c'est évidemment cette rupture dans la temporalité, c'est-à-dire l'histoire d'une vie, mais aussi l'histoire de la place de l'adolescent dans sa famille, dans sa lignée. C'est aussi évidemment la question du corps qui est bouleversée, la question de la relation aux parents, puisque l'adolescent a besoin de prendre son autonomie, se déprendre de l'aliénation aux parents. Et c'est pas forcément par une révolte, disons, stérile, mais c'est une période difficile aussi bien pour l'adolescent que pour les parents. Il a besoin aussi de redistribuer ses références, que ce soit les références, disons, d'appartenance. C'est plus la famille, c'est les copains, etc. Et il teste est-ce qu'ils sont suffisamment solides. Ce sont aussi les références en termes d'idéologie, de centre d'intérêt, des différentes choses comme ça qui doivent être redéfinies. Et ce n'est pas toujours facile. Ce sont aussi les questions d'identité, parce que l'enfant sait grosso modo qui il est, alors que l'adolescent ne le sait pas du tout. Et ça augmente sa fragilité. C'est évidemment la question de la référence à la mort, puisque cette rupture radicale et cette perte de tous les points d'appui, c'est l'équivalent d'une expérience de la mort. Et donc, ça augmente encore sa fragilité. C'est la question aussi de la sexualité, qui émerge, et parfois de façon extrêmement violente, mais aussi tout à fait désorganisée. Sur la question de la mort, il y a aussi le jeu avec la mort, c'est-à-dire cet écartèlement ou ce va-et-vient entre la fragilité et la peur, donc préférer une vie très étriquée ou se confronter à la mort avec des conduites de risque qui parfois peuvent être particulièrement dangereuses.
Donc, c'est la question aussi du sentiment, en dernière limite, du sentiment de sécurité. Bon. Donc, il y a beaucoup d'autres choses. Sur la mort, par exemple, on pourrait consacrer une journée complète à dire qu'est-ce que ça représente. C'est pas simplement le fait de mourir, c'est des choses beaucoup, beaucoup plus complexes. Donc, tous ces éléments, si ils ont été suffisamment dépassés ou si dans leurs difficultés, ou si l'enfance s'est suffisamment bien passée pour l'enfant, les parents, la fratrie, éventuellement les grands-parents. Le passage à l'adolescence et puis ensuite jeune adulte est facile. S'il traîne les boulets de traumatisme, ça rend les choses beaucoup plus difficiles. Donc une de nos tâches, c'est de repérer ces éléments de fragilité et puis de les désamorcer autant que possible. Alors, pour passer rapidement à la situation de l'adolescent malade, donc j'ai beaucoup travaillé avec des adolescents atteints de cancer, mais ce n'est pas forcément une maladie aiguë, puisque le traitement peut durer plusieurs années, mais le suivi peut durer plus longtemps encore. Les séquelles peuvent apparaître longtemps après, éventuellement 20 ans après. Donc il y a le risque de récidive qui fait aussi une épée de Damoclès au-dessus de la tête. Enfin, il y a beaucoup de choses. Donc on peut considérer le cancer comme un exemple de pathologie chronique. Alors on retrouve dans l'expérience de l'adolescent confronté au cancer la plupart des choses que j'ai dites sur l'adolescence. Bon, le premier, c'est la rupture de temporalité. Donc il y a un avant et un après entre la découverte de la maladie, ou le début du traitement éventuellement, le diagnostic, et ce qui est le temps du traitement, et puis l'anticipation de ce qui se passera plus tard. Donc cette rupture temporelle en rajoute à la rupture inhérente à l'adolescence. Le deuxième élément, c'est évidemment la mort. C'est-à-dire là, c'est une mort qui peut être pour de vrai, pas simplement fantasmée, et qui renvoie aussi à d'autres morts qui ont pu avoir lieu, que ce soit des morts dans la réalité ou que ce soit des morts, disons, dans l'expérience subjective. Par exemple, le sentiment d'être absolument sans aucun point d'appui dans une détresse majeure, pour un petit enfant, peut être une expérience de la mort. Il a pu vivre cette expérience de la mort quand le diagnostic a été fait et que les parents se sont véritablement écroulés et ont douté de leur légitimité, de leur compétence parentale. Ça peut être d'autres histoires quand l'enfant a vécu des traumatismes majeurs d'ordre divers, physique ou psychologique ou de détresse. Et donc ça se réactive dans la confrontation à la mort possible avec la maladie. L'autre aspect, c'est que l'adolescent est confronté aussi à la mort possible, soit qui a eu lieu, soit qui pourrait advenir, de ses parents qui vieillissent et de ses grands-parents qui vieillissent encore plus et qui sont des points d'appui majeurs. Et qui fait que la relation aux parents peut être particulièrement difficile. D'abord parce que les parents peuvent commencer à penser à leur retraite ou être confrontés à aux difficultés sociales, psychologiques, physiques, somatiques de leurs propres parents, et donc être écartelés entre la préoccupation de leur adolescent et la préoccupation de leurs propres parents, voire d'eux-mêmes. L'autre aspect pour, disons, les éléments intéressants, c'est la question de la sexualité. C'est pas simplement l'irruption, le développement de la sexualité, mais aussi la question, est-ce que je suis toujours désirable? Est-ce que je peux être désiré par un autre? Et
c'est pas toujours évident, ça en rajoute à la difficulté de la sexualité à l'adolescence, mais on en parlera, je crois, dans la suite de ce colloque. C'est la question aussi de l'identité, c'est-à-dire l'enfant ne se pose pas trop cette question de qui il est, pour lui-même, pour les parents, pour les autres. Mais l'adolescence est une question cruciale. Et il est confronté à différentes identités, une mosaïque d'identités. Et c'est intéressant, important de savoir laquelle met son emprise sur lui ou prend le dessus par rapport aux autres. Est-ce qu'il est malade, risquant de mourir? Est-ce qu'il est, disons, toujours aliéné à ses parents qui sont toujours sur son dos parce qu'ils ont peur pour lui? Est-ce qu'il est un garçon, une fille? Est-ce qu'il il est passionné de foot ou d'autres éléments? Donc, c'est les questions de la mosaïque identitaire et qui sont évolutives, évidemment, et qui évoluent en fonction des interlocuteurs. Alors, il y a aussi la question de quelle visibilité il a, c'est-à-dire qu'est-ce qui est visible de son identité, de ce qu'il est pour les autres. Est-ce qu'il cache ce qu'il est, éventuellement parce qu'il en a honte ou qu'il a peur d'être rejeté par les autres, ou est-ce qu'il l'assume et puis même il en fait trop pour montrer et pour tester la solidité de ses interlocuteurs? Donc c'est des questions aussi de l'identité visible qui est importante. Bon, la question de l'appartenance, c'est pas simplement le va-et-vient ou la difficile cohabitation entre j'appartiens à ma famille, pas seulement les parents, mais aussi les grands-parents, s'aligner, etc. Est-ce que j'appartiens à mes copains, mais est-ce qu'ils sont suffisamment solides? Est-ce que je peux leur faire confiance et jusqu'où ça va durer? Ou est-ce que j'appartiens à d'autres groupes, par exemple la communauté entre guillemets des cancéreux, des enfants, des adolescents avec pathologie chronique, de ceux qui peuvent mourir, etc. Donc la question des appartenances est aussi une question centrale. Enfin, il y aurait beaucoup d'autres questions à développer. Éventuellement, on pourra y revenir dans les questions tout à l'heure. Alors, le passage au jeune adulte. C'est évident que si l'enfance a été suffisamment apaisée et que le passage à l'adolescence s'est bien passé suffisamment, ça permet que et que la traversée de l'adolescence s'est bien passée, ça facilite la question du passage à jeune adulte. Alors, jeune adulte, c'est pas toujours évident parce que le statut de malade dans le système médical, mais aussi dans la famille, a introduit une situation de grande passivité, en fait, chez l'adolescent. Et le jeune adulte, ça veut dire reprendre une position active. Alors certains en font trop pour la revendiquer ou pour montrer qu'ils en sont capables et qu'ils le veulent. Et d'autres préfèrent repousser le plus longtemps possible ce passage au jeune adulte. Jeune adulte, ça veut dire aussi des responsabilités, et des responsabilités dans le temps présent, qui peuvent être par rapport aux parents, par rapport aux copains, par rapport à la préoccupation professionnelle à venir, mais aussi par rapport à la question de la parentalité à venir. C'est-à-dire comment il commence à se projeter dans une vie de couple, une parentalité, etc. Et de ce point de vue-là, c'est très compliqué parce que le modèle parental leur donne des images contradictoires, soit des parents qui sont restés traumatisés par le diagnostic, par l'expérience de la maladie de leur enfant, de leur adolescent, etc. Et donc, le jeune adulte se dit, si c'est ça être parent, je préfère ne pas l'être. Ou alors des parents qui l'ont complètement infantilisé et qui n'acceptent pas qu'il passe à l'autonomie jeune adulte, tout simplement parce qu'ils ont centré le sens et les objectifs de leur vie sur la préoccupation de l'enfant, de l'adolescent, et qu'ils ne veulent pas l'abandonner parce que sinon ils se retrouvent dans le vide. Enfin, il y a beaucoup de modèles comme ça.
Bon, on est dans un bâtiment de préoccupation génétique. La question génétique aussi se pose, et elle s'est posée avant. Par exemple, d'où ça vient, hein, la maladie, que ce soit une histoire génétique ou fantasmée. Génétique, ça peut être aussi la maladie découle d'une faute qui a eu lieu dans ma famille une génération, 2 générations avant, etc. Mais c'est aussi la question donc qui me l'a transmis et pourquoi, et puis est-ce que les parents le savaient, est-ce que s'ils l'avaient su, ils m'auraient donné naissance, est-ce qu'ils le regrettent, etc. Pourquoi ils se sont mariés et m'ont donné naissance, est-ce que c'était leur libre choix d'amour, ou est-ce que c'était les contraintes de leur famille, c'est-à-dire des mariages arrangés. Par exemple, la question de la consanguinité revient à ce moment-là sur le tapis. Donc, avec aussi la question des chocs culturels entre les cultures du passé et les cultures actuelles, et qui sont celles du jeune adulte. Donc, la question de la transmission se pose aussi, c'est-à-dire, est-ce que je peux m'autoriser à avoir des enfants? Est-ce que je risque pas de leur transmettre soit la pathologie génétique, soit la fragilité qui est la mienne, d'être passé par la maladie ou de l'être toujours. Bon. C'est la question aussi, qu'est-ce que je vais raconter à mes enfants, mais d'abord à mon conjoint, à l'autre du couple, de ce qui m'est arrivé. Est-ce que je lui en parle? Est-ce que je lui en parle pas? Est-ce que dans la relation d'intimité qui est différente des relations sexuelles ou affectives antérieures, je vais me découvrir. Et qu'est-ce que l'autre va découvrir de moi? Est-ce que je ne vais pas dire je te rejette, c'est pas ce que j'avais imaginé de toi, etc. Enfin bon, c'est des questions aussi à aborder. Je ne sais pas, il me reste combien de temps? Plus d'un quart d'heure, c'est merveilleux. Bon. La question, donc, pour jeunes adultes, c'est aussi la question professionnelle. Qu'est-ce que je vais être capable de faire? Et c'est évidemment, si c'est une pathologie chronique, est-ce qu'elle est stable ou est-ce qu'elle est évolutive? Et si elle est évolutive, vers quoi elle va évoluer? Vers une dégradation qui, sans cesse, changera mes conditions de vie? Hein, ou est-ce que ça va me conduire vers la mort, mais quand, de quelle façon, etc. Et donc, est-ce que je peux avoir des projets de vie ou est-ce que je dois les réactualiser en permanence? Bon. Et sur qui je peux compter pour être accompagné dans cette évolution. Et de ce point de vue-là, le jeune adulte peut avoir fait l'expérience que les copains ne tiennent pas la route et qu'en dernière instance, ce sont toujours les parents qui sont des points d'appui, quoi qu'il arrive. Alors, sur une autre question, je ne sais pas, on pourra y revenir, mais pour passer à... oui, sur les parents. Sur les parents, c'est important d'être attentif aux parents. Hein, parce que les parents, que ce soit pour l'adolescent ou le jeune adulte, peuvent être restés fixés au traumatisme d'origine. Hein, celui de la découverte, par eux, éventuellement, de la maladie, ou celui de diagnostic. Et si le traumatisme n'a pas évolué, ils sont incapables en fait d'accompagner l'adolescent, le jeune adulte dans son évolution. Et ils le tirent en arrière et ils donnent à l'adolescent ou au jeune adulte une image, disons, négative et de grande fragilité de lui, alors que lui peut se dire je suis ce que je suis, mais ça ne m'empêche pas de prendre des risques, assumer, limiter, parce que j'ai envie de vivre. Les parents peuvent rester coincés aussi dans des histoires de générations avant et parfois ça remonte loin dans le temps. J'avais fait une enquête à Gustave Roussy en demandant à une centaine de parents
est-ce que le cancer de l'enfant avait été le premier traumatisme, la première épreuve particulièrement difficile de leur vie? Et les réponses ont été très impressionnantes. Certains parents sont remontés, par exemple, à l'esclavage. Des parents d'origine portugaise, français maintenant, mais dont les grands-parents ou les arrière-grands-parents avaient été esclaves dans les anciennes colonies portugaises. Et en temps normal, ils s'en débrouillaient. Mais confronté au cancer, ça révélait toutes les fragilités de la parentalité et du fonctionnement familial. Et ils se découvraient incapables d'assumer leur position parentale face à l'enfant. Et donc, il a été nécessaire de revenir sur ce qui a été transmis depuis plusieurs générations. Pour d'autres, ça a été des parents chinois vivant en France maintenant, l'expérience de la révolution culturelle pour la mère qui était une petite fille et qui a vu son père disparaître et qui a été élevée par la mère, la grand-mère, dans une situation de grande détresse, et qui s'est révélée face au cancer incapable d'assumer sa position parentale. Pour d'autres, ça a été la Shoah, évidemment, ou d'autres génocides. Pour d'autres, ça a été par exemple la guerre au Liban, où le père, qui était enfant, entendait en permanence les avions passer au-dessus de la tête et il y avait des morts. Donc il faut désamorcer ces questions quand on a l'impression que ça tire les parents ou ça les fixe dans un passé traumatique qu'ils n'ont pas suffisamment dépassé. Alors, ça renvoie à la question des jeunes, disons, en situation de précarité. De ce point de vue-là, la précarité, c'est quelque chose de très vaste. Ça peut être une précarité sociale, financière, environnementale, mais ça peut être aussi une précarité de la structure familiale. Mais ça peut être aussi une précarité qui découle de l'histoire personnelle ou de l'histoire familiale du jeune. Alors, si on prend par exemple les jeunes adultes ou les adolescents qui sont nés en France, la précarité peut venir de l'histoire de leurs parents, qui ont été immigrés et dans des conditions difficiles, qui sont restés, disons, marqués par la culture d'origine, les références d'origine, ou par écartelés entre la façon dont ils existaient en France et la façon dont leurs propres parents au pays les tiraient en arrière. Si ce sont des adolescents qui sont venus en France pour des raisons médicales, la question qui se pose pour eux, c'est d'abord les conditions de leur venue. Est-ce que ça a été légal, illégal, etc., dangereux ou pas? Ça a été la question, est-ce que mes parents ont fait d'énormes sacrifices, ont pris énormément de risques pour me faire venir en France, ou est-ce qu'ils m'ont instrumentalisé parce qu'ils avaient intérêt à venir en France, ils ont pris prétexte de ma maladie pour le faire, ou est-ce que c'est un mélange des deux? Alors, ça a été aussi la question de l'éclatement éventuel de la structure familiale, c'est-à-dire qui est venu avec l'adolescent ou l'enfant. Est-ce que c'est le père, la mère et le reste de la famille est resté au pays et dans des conditions éventuellement de grande insécurité, quand c'est des pays en guerre civile, etc. C'est la question aussi, quelle est l'origine de ma pathologie? Est-ce que ça aurait pu être évité? Est-ce que ça découle du système de santé insuffisant ou maladroit du pays d'origine? Ça veut dire aussi les attentes éventuellement excessives par rapport, disons, au système de santé en France. Et si ce sont des attentes excessives, ça peut se retourner comme une crêpe dès qu'il y a le moindre problème. Faut considérer aussi que non seulement pour eux la France n'est pas seulement le pays d'accueil, mais c'est peut-être l'ancien colonisateur, donc il y a des vieilles rancœurs qui se réveillent.
Mais ça peut être aussi l'écartèlement, comme pour leurs parents, entre les cultures d'origine et les cultures actuelles, et considérer que, par exemple, ils sont confrontés, en étant malades, à deux cultures radicalement différentes. La culture médicale, qui a sa propre consistance, à laquelle ils doivent s'habituer, et la culture française dans laquelle ils baignent, et la culture parentale, grand-parentale, etc. Il vous reste combien ? Il vous reste 5 minutes, et 5 donc minutes. votre dernier chapitre portait sur ce qu'on peut faire pour aider. Bon, eh ben, je vais essayer de le faire. Donc, vous voyez bien qu'il y a toutes les strates à désamorcer. Dans le temps présent où elles existent, c'est-à-dire l'enfance, le temps du diagnostic, l'adolescence, le passage jeune adulte, mais aussi désamorcer les pathologies entre guillemets parentales et familiales, les lignées. Si c'est pas fait, on peut aider l'adolescent à passer jeune adulte, ce sera insuffisant, ça restera à la surface. C'est aider aussi l'adolescent à traverser l'adolescence, et donc de ce point de vue-là, accepter, disons, les confrontations de cultures, hein, la culture médicale, la culture la sienne, qui peut être un peu une sous-culture underground, la culture familiale, la culture grand-parentale. Mais ça peut être aussi les conduites de risque. Et de ce point de vue-là, dans le contexte médical de la pathologie, évidemment, ça se pose sur le terrain du traitement. C'est-à-dire, qu'est-ce que j'accepte de sacrifier de ce qui est important pour moi pour que le traitement se poursuive ou que je ne prenne pas trop de risques, etc. Et donc, ce sont des affrontements qui se posent avec les médecins, avec les parents, etc., éventuellement avec les copains de ce jeune homme ou de cet adolescent. Et donc, faut le faire non pas dans des relations d'autorité ou des relations de force, mais dans un dialogue qui permet de trouver des compromis et en évaluant les risques que l'adolescent ou le jeune adulte prend. Est-ce que ce sont des risques intelligents ou pas? Est-ce que ce sont des risques excessifs ou pas, etc. Alors, ça veut dire aussi, pour les aider, évaluer et comprendre et faire comprendre quels sont les objectifs de chacun. Et se dire que les objectifs des médecins ne sont pas forcément les mêmes que les objectifs des parents, qu'éventuellement les objectifs des grands-parents, qui pour eux, par exemple, ils vont mourir éventuellement dans un temps bref, et donc ils veulent quelque chose de positif de la part de leur petit-fils, mais ça peut être aussi les objectifs des parents, parce qu'un certain nombre d'entre eux disent ce qui est important pour moi, c'est de devenir grand-parent. Et donc, ils ont tendance à pousser aussi leur enfant, jeune adulte, à se mettre en couple, avoir un enfant, etc. Ce qui n'est pas forcément l'objectif du jeune adulte. Donc, il y a ces conflits aussi d'objectifs et qui sont évolutifs et qu'il est important de comprendre, faire comprendre et trouver les compromis suffisants. Alors, pour les jeunes adultes issus de l'exil, de la précarité, etc., c'est définir aussi leur projet d'avenir, qui peut être de rester en France, de revenir au pays d'origine, de faire le va-et-vient, d'aller dans un autre pays, etc. Enfin bon, c'est des questions extrêmement complexes. Mais ça veut dire aussi revenir sur la question centrale de l'identité, qui je suis et pourquoi je suis ce que je suis. Voilà, les 5 minutes sont passées. J'ai l'impression. Bien, merci. Tout juste, merci beaucoup. Merci beaucoup pour cette présentation à la fois calibrée et très inspirante. On reviendra tout à l'heure, vous restez avec nous ce matin, et tout à l'heure, vous pourrez répondre aux questions de la salle sur ces 4 chapitres qui permettent de constituer le premier élément de ce socle de connaissances communs que nous sommes en train de constituer ensemble. Je vais vous inviter à regagner la salle, Daniel Oppenheim. Je vous demande de l'applaudir. Merci.